invité aujourd'hui. Dans le fond, aujourd'hui, c'est la séance 1 de 2. Donc, la semaine prochaine, on va se revoir. Celle aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de vous expliquer comment fonctionne l'intelligence artificielle. Dans les détails, un peu, qu'est-ce que ça va faire? Quelles requêtes on peut essayer, par exemple, dans un contexte familial à utiliser. Donc, notre but aujourd'hui, c'est vraiment de l'essayer. Et la semaine prochaine, on ira un peu plus loin dans les réflexions sur l'usage par les adolescents là, et l'usage scolaire. Donc, avant de commencer ma présentation, je voulais vous poser quelques questions. Donc, je vais partager un autre écran et vous aurez un Wootlap. Donc, Wootlap, c'est une espèce de petit sondage et je vais même mettre le lien dans le chat. Donc, si vous voulez y accéder à partir du chat directement, vous avez juste à cliquer sur le lien. Sinon, vous pouvez scanner le code QR à l'aide de votre téléphone. Donc, je vois quelques personnes. On peut soit cliquer sur le lien dans le chat ou encore scanner le code QR qui est à l'écran. Et ah oui, j'ai oublié de le dire, dans le fond, la présentation sera d'environ 45 minutes et les 10-15 dernières minutes seront pour des questions. Donc, si jamais vous en avez, là, il y aura un moment pour cela. Je vais attendre encore un petit instant avant de passer à la première question. Simon, je reçois le message Raise your hand, there's no vote in progress at the moment. Oui, et là, est-ce que la première question est apparue? Là, elle vient tout juste. Parfait. Super, j'attendais pour que les personnes puissent se connecter avec le code QR. Ceux qui ne sont pas encore connectés, le code QR devrait être réapparu. Sinon, c'est aussi le lien dans le chat. Donc, je vois quelques premières réponses qui commencent à apparaître, mais avant de vous les montrer, je vais attendre qu'il y en ait un tout petit peu plus. Donc, l'utilisation de l'IA en contexte d'emploi, je vois, oui, pour faire de la traduction, améliorer des courriels, créer des documents, des visuels, des formulaires. Euh, oui, publication Facebook, révision de commentaires, reformulation de texte. ChatGPT, donner des suggestions spécifiques pour des activités avec différents matériaux, c'est super original. On va se parler de ce genre d'usage-là un petit peu plus tard. Il y a des non aussi, des oui pour reformuler. Donc, on voit que les usages sont quand même variés. Je vais passer à la prochaine question tout de suite. Désolé pour ceux qui n'ont pas eu le temps de terminer, mais je vois le temps qui file. Avez-vous déjà utilisé l'IA pour votre vie personnelle ou familiale? Enfin, pas dans un contexte d'emploi, mais dans un contexte là, pour la famille, le personnel, des choses comme ça. Tu vois. Maintenant, si tu trouves que tu n'avais rien à te reprocher, mais continue comme ça. Donc, je vois des noms apparaître à l'écran. Oui, programme d'entraînement pour mes enfants. Super original. Oui, pour demander des conseils sur mes choix, création d'activités pour enfants, pages à dessiner, cartes de fête, photos amusantes, décors, choix de peinture. Oui, pour les idées
de comment refaire une salle. C'est super. Moi, je l'ai déjà utilisé. Ça, j'ai pris une photo de mon salon. Puis là, j'ai dit, hey, je voudrais acheter tel meuble. Ça ressemblerait à quoi? Puis il me l'a fait. Ouais, je mettrais telle couleur de mur. Il a changé la couleur des murs. Donc, ça peut être super intéressant. Et encore une fois, il y a des noms, bon, conseil financier. Je vais passer à la prochaine et dernière question. Quelle est votre opinion de l'IA générative? Puis je vais être curieux de vous entendre. Donc, je vois adore, très bonne, productive, bonne à améliorer les travaux et les contenus, mais je vois aussi épeurant une deuxième fois, mais nécessite beaucoup de revues de spécificité, de vérification quand les informations ne sont pas exactes. Bien pour des choses utiles, mais il faut s'y prendre très intelligemment. Mais voyez-vous, ça va être un peu l'approche que je vais avoir aujourd'hui. Parce que moi aussi, je me situe là, à moitié effrayé, à moitié, il y a des trucs super intéressants qu'on peut faire avec ça, et c'est ce que je vais vouloir vous présenter. Donc, je vais revenir comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, ça, on l'a fait. L'intelligence artificielle, c'est une technologie qui nous semble apparue récemment, parce que ChatGPT, les IA génératives sont apparues récemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA, c'est pas juste ChatGPT, hein? Il y a aussi la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale. C'est une technologie qui est plus ancienne que ce qu'on va penser. Par exemple, notre téléphone qui reconnaît notre visage, qui reconnaît notre voix, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, ça fait au moins 10-15 ans que vous vous en servez possiblement sans même savoir que c'était de l'IA. Par contre, on parle beaucoup plus de l'IA depuis qu'est arrivé l'IA générative, donc de l'IA qui peut générer du texte, de l'IA qui peut générer du contenu photo, donc des images, de l'IA qui peut générer aussi du son, des vidéos, on va en regarder dans pas long. Donc, l'IA générative, c'est comme une sous-catégorie de l'intelligence artificielle normale. Donc, du texte, des images, j'en ai parlé. Je vais vous montrer un exemple de vidéo. Juste un petit instant. Oups. Et là, je vais partager mon son. Welcome to the Chernobyl challenge. I'm gonna lick this glowing pole. Let's see how many views this gets. No plan! No shoot! Just content! Bathing in liquid cement until it hardens. Let's get solid. No energy drinks! Just gasoline! Digging to the Earth's core. Bare hands. No brakes. Donc, vous pouvez voir, l'IA, depuis tantôt, on parle d'usages qui sont intéressants, mais il y a aussi peut-être certains usages qui sont un petit peu moins intéressants, si on peut dire. OK? Parce que quand on parle de risque de désinformation, ben, on peut voir la qualité du contenu vidéo est de plus en plus, je veux dire, réaliste. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Donc, l'intelligence artificielle, et là, je ne vais pas rentrer dans le technique vraiment loin, juste pour que vous sachiez comment ça fonctionne. N'importe quelle sorte d'IA, que ce soit de l'IA générative de texte, de la reconnaissance faciale, peu importe, c'est tout le temps les trois mêmes étapes. L'IA est programmée, est entraînée, puis est peaufinée avant qu'elle soit déployée pour les personnes. OK? Et comment ça fonctionne, ces étapes-là? Je vous donne un exemple avec des IA pour reconnaître des cancers. Maintenant, il existe des IA qui font de la double vérification de cancer. Fait que le radiologue passe la radiographie, puis après ça, ben, il y a une IA qui vérifie s'il n'y a pas oublié un cancer ou des choses comme ça. Mais pour créer cette IA-là, elle a été programmée, puis elle a été entraînée à l'aide de
radiographie saine, puis de radiographie avec des cancers, en indiquant où était le cancer. Puis à force d'analyser des dizaines, voire des centaines de milliers de radiographies, eh bien, l'IA a fini par avoir un certain taux de résultats. Ça dépend de la sorte de cancer. Certains, on se rapproche du 100%, d'autres, on est proche du 60%. Fait que l'usage n'est pas encore répandu. Ça va dépendre des sortes de cancers. Maintenant, l'IA générative, ça fonctionne un petit peu de la même manière. OK? On a dû l'entraîner. Et quand je vous dis la radiologie qui détecte le cancer, je parlais de pourcentage de chances que l'IA fasse la détection du cancer. OK? Parce que quand l'IA va analyser quelque chose, l'IA, ça fait des statistiques. OK? Donc, dans une détection de cancer, l'IA va regarder la radiographie, va dire, ce segment-là, 80% de chances qu'il y ait un cancer. Ou, 0% de chances qu'il y ait un cancer. C'est des statistiques. La reconnaissance faciale, c'est un peu la même chose. L'IA va analyser la photo puis va dire, sur ce segment-là de la photo, je pense qu'il y a 95% de chances que ce soit un visage. Donc, on va mettre un filtre Snapchat là, par exemple, dans le cas de Snapchat. L'IA générative de texte, c'est un petit peu la même chose. ChatGPT, les autres IA ont été entraînés sur une quantité folle, vraiment énorme là, de données. Et par la suite, on l'a pardon, je vais l'ouvrir. L'IA va faire de la détection statistique mot par mot. Et là, je vais avoir une petite activité. Je vais avoir besoin de quelqu'un qui ouvre son micro et qui participe à l'activité avec moi. Donc, ça peut être un employé du CS, un parent, peu importe. Mais j'ai besoin d'un volontaire. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans l'assistance. Je peux le faire, Janelle. Parfait, merci. Donc là, ce que j'ai programmé, c'est un logiciel qui va simuler une IA. Vous vous rappelez, je vous disais, l'IA, c'est des prédictions? Ben, ChatGPT, Gemini, c'est la même chose. Ils prédisent mot par mot ou fraction de mot par fraction de mot. Ça va être quoi? Le prochain mot, ou la prochaine fraction de mot, ou la prochaine ponctuation dans la phrase. OK? Donc là, on commence notre phrase par quoi? Ça, c'est la question pour la personne qui m'assiste dans l'activité. Fait que j'arrive. OK. On va choisir un premier mot. Parmi cette liste ou? Pour le premier, on peut être créatif. Là. Là. Et là, l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Puis là, moi, c'est une version très, très, très ralentie, on s'entend. Va choisir statistiquement, ce serait quoi les prochains mots qui seraient probables? La vie, la plupart, la femme, la France, la maison. On choisit lequel parmi ceux-là? Plupart. La plupart. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'IA générative va essayer de choisir un prochain mot, s'il y a un mot qui ressort à 95 puis tous les autres sont minuscules, bien, probablement qu'il va y aller avec celui-là. Quand on a plusieurs mots qui sont proches, ben là, l'IA va choisir au hasard parmi les plusieurs pour pas que ce soit toujours la même chose qui soit réécrit. Donc là, ici, la plupart. On choisit lequel ensuite? Des. La plupart des. On irait avec lequel? Disons entreprise. La plupart des entreprises. Oh, on a plusieurs choix qui sont proches. Sont. Et là, essayez de réfléchir dans votre tête, selon vous, c'est quoi les mots qui vont suivre. La plupart des entreprises sont En. sont en. Essayez de réfléchir au prochain mot qui va apparaître, voir s'il apparaît dans la liste. Choisissons crise. Là, il nous en propose plusieurs. Là, je vais arrêter l'expérience pour le moment. Je vais prendre le point.
toutes les IA que vous allez utiliser, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'ils vont choisir statistiquement le prochain mot. En fait, souvent, c'est des fractions de mots. Là, moi, tu sais, mettons ici, entreprise, probablement que entre et prise, ce serait deux sélections statistiques différentes. C'est mieux que je l'ai pas compris. Une qui suit l'autre. Ceux qui ont leur micro ouvert, je vous demanderai de les fermer, s'il vous plaît. C'était Donc, inversé avec l'école. Donc, ce sont des sélections statistiques. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pourquoi je vous en parle? Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est parce que, dans le fond, les IA génératives, c'est juste des mathématiques appliquées à de l'intelligence, à de l'informatique, mais il n'y a pas un génie, il n'y a pas un esprit, il n'y a pas une conscience derrière ça. Mais c'est des mathématiques statistiques qui sont tellement bien faites qu'on est capable de faire des phrases complètes. OK? Je vous donne un exemple. En 2023, donc les premières versions là, de ChatGPT, on pouvait lui demander quels sont les enjeux éthiques du clonage. L'IA était capable de répondre de manière très adéquate. Est-ce que c'est parce que derrière l'IA, il y a un spécialiste des enjeux éthiques du clonage? Non. C'est juste parce que l'IA s'est entraînée sur des textes, probablement que plusieurs textes portaient sur les enjeux éthiques du clonage. Donc, après ça, l'IA va être capable, à l'aide de mathématiques, de venir recréer quelque chose qui est similaire. OK? Et ça en fait un outil qui est très efficace pour faire plein de choses, mais moi, j'aime ça utiliser l'analogie du scalpel. Bien utilisé, l'IA, ça peut avoir un impact super positif. Tu sais, un scalpel dans les mains de quelqu'un de compétent, comme un chirurgien, qui a des bonnes intentions, c'est super. Mais dans les mains d'une personne incompétente ou dans les mains d'une personne qui n'a pas des bonnes intentions, ben là, l'IA peut être problématique. Et c'est un petit peu la même chose à ce niveau-là. OK? Et l'IA, ça peut servir à plein de choses. Je n'aurai pas le temps de faire cet exemple-là. Malheureusement, on n'a pas le temps. Mais ce qu'il faut savoir, et là, je veux mettre quelques mises en garde sur certaines sortes d'usages qui peuvent être problématiques. Comme je le disais, si on l'utilise mal, ça peut être problématique. Un exemple, c'est que l'IA invente parfois des faits. Okay? Ça, c'est une capture d'écran que j'ai prise au mois de décembre. J'ai oublié de la mettre à jour. Mais est-ce que 1995 était il y a 30 ans? Et là, vous voyez la réponse de l'IA générative de Google. Non, 1995 n'était pas il y a 30 ans. C'était il y a 30 ans. 2025 moins 1995. Donc, on voit que déjà la réponse, l'IA, dans sa même réponse, a dit non, mais a dit oui, en effet, blablabla. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Okay? Donc, des fois, les IA vont se tromper. Il y a certaines zones de faiblesse. Je ne le cacherai pas que les questions de calcul d'année, c'est une des faiblesses de l'IA sur Google. C'est pour ça que je l'ai fait par exprès pour prendre cet exemple-là. Mais c'est un exemple. OK? Un autre problème qu'ont les IA. Je vous montre 4 fois la même capture d'écran avec une chose qui change. Je vais essayer de vous demander, selon vous, c'est quoi le pattern. OK? Donc, ici, créer un personnage pour un roman en fonction de la profession suivante, mécanique automobile. On a le personnage de Lucas. Créer un personnage pour un roman en fonction de la profession suivante, coiffure. On a Léa. Service de garde, on a Sarah. Et ingénierie, on a David. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. Il y a un certain pattern au niveau des genres associés aux différents métiers. On va être dans quelque chose de très stéréotypé. Hein? La mécanique, c'est un gars. La coiffure, c'est une femme. Service de garde, femme. Ingénierie, homme. Est-ce que c'est parce que les IA génératives sont secrètement sexistes ou racistes? Non, pas du tout. Mais vous vous rappelez plutôt quand je disais que l'IA, c'est des statistiques qui vont utiliser la probabilité pour écrire du texte et que ça, c'est fait selon l'entraînement. Ben, probablement que dans l'entraînement de l'IA générative, il y a plus souvent des prénoms masculins associés à la mécanique automobile parce qu'encore de nos jours, il y a plus d'hommes qui pratiquent la mécanique automobile statistiquement qu'il y a de femmes, même si c'est en train de changer. Donc, statistiquement, l'IA va venir recréer un petit peu la même chose. OK? Je vous donne un autre exemple en termes d'IA générative d'images. Je vous laisse regarder. Vous pouvez constater, c'est un peu la même chose. Et là, je n'ai pas fait par exprès, j'ai vraiment marqué exactement ça, une personne qui fait le ménage, et j'ai pris les 4 premières photos. Donc, on voit 4 femmes qui font le ménage, et quand je marque une personne productive, on a 4 hommes
qui apparaît à l'écran. D'ailleurs, les 4 femmes sont aussi dans la cuisine. Donc, on voit qu'il y a un biais à ce niveau-là aussi. Est-ce que c'est parce que les IA veulent que la place de la femme, ce soit à la cuisine et sont secrètement comme masculinistes et écoutent du Andrew Tate en cachette? Non, pas du tout. C'est juste que probablement que la majorité des photos de personnes qui font du ménage dans leur base d'entraînement, ce sont des photos de femmes parce que stéréotypiquement, c'est une tâche qui était pendant longtemps déléguée plus aux femmes. Maintenant, ça a changé. Mais est-ce que l'IA s'entraîne juste sur des données qui datent de 2026 et seulement dans un contexte de société comme la nôtre qui est un petit peu plus égalitaire? Non, il y a des données qui viennent de partout dans le monde, puis il y a des données, en fait, n'importe quelle donnée qu'ils peuvent trouver en ligne, ils les utilisent. Donc, ça aussi, c'est un enjeu. Quand on utilise l'IA, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir certains biais comme ça. 2 autres informations qui sont super importantes. Les IA enregistrent ce qu'on leur écrit et peuvent s'en servir pour leur réentraînement. Là, il y a ça dépend. Parce que nous, par exemple, quand on a une licence Gemini Éducation, ben là, ils nous garantissent qu'ils ne vont pas enregistrer ce qu'on leur écrit. Fait que ça, c'est bien au niveau de la sécurité des données. Mais maintenant que vous allez sur ChatGPT, compte gratuit, Gemini, compte gratuit, Claude, Copilot, peu importe, les versions gratuites, souvent, tout ce qu'on va leur écrire va être utilisé pour le réentraînement. Donc, il y a 2 enjeux à ce niveau-là. La sécurité des données. Plus on leur donne des détails sur notre vie privée, ben, plus ça fait que certaines compagnies ont ces détails-là sur notre vie privée. Donc, avant de mettre le numéro d'assurance sociale de nous ou de notre enfant, ben, je vous conseille de juste pas le faire parce qu'on ne voudrait pas que ces informations-là se retrouvent à quelque part qu'on ne veut pas. Et l'autre, c'est aussi la question du droit d'auteur. Si, par exemple, je prends un livre qui est protégé par le droit d'auteur et je le mets dans une IA et que cette IA-là s'en sert pour se réentraîner, ben, peut-être que l'auteur ne sera pas content. Parce que, 1, ça fait que son œuvre se ramasse dans une IA, puis 2, ça fait que l'IA devient meilleure pour recopier quelque chose qui est dans son style. Donc, ça, je vous dirais, en termes de droit d'auteur, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas aller mettre de contenu qui est protégé par droit d'auteur dans des IA. OK? Mais une fois qu'on a fait attention à ça, au droit d'auteur, sécurité des données, la fiabilité des informations et les biais, on peut s'en servir de manière plus ou moins efficace pour faire plusieurs choses. Je vais revenir avant de vous montrer comment faire une bonne requête, mais je veux vous donner quelques idées. Mettons que vous êtes un parent, puis vous vous dites « Hey, j'aimerais ça, essayer l'IA pour faire quelque chose. Je ne l'ai jamais utilisé. » Je vous donne quelques exemples. On peut prendre, mettons qu'on a l'application sur son cellulaire, on peut prendre une photo de notre frigidaire, je l'ai essayé ce matin en plus, et lui demander des idées de repas vide réfrigérateur. Tu sais, quand on veut passer ses restants avant d'aller faire l'épicerie, on prend une photo, voici ce que j'ai. J'aimerais que tu me planifies 3 repas avec ce qu'il reste. Mais là, il va prendre les ingrédients qu'il voit, il va analyser l'image, proposer les repas. Ou on peut faire une planification des repas de la semaine. Hey, je m'en vais à l'épicerie, j'aimerais ça faire quelque chose comme ça. On a une diète spéciale. Mon cousin qui est cœliaque, non, peut-être pas cœliaque, ça c'est quand même très précis, mais mettons, je sais pas moi, votre enfant aime vraiment pas les œufs, on aurait-tu des recettes qui n'ont pas d'œufs dedans ou des choses comme ça peut être fait. Encore une fois, les allergies, si on ne les connaît pas assez, j'aime mieux qu'on ne se fie pas trop à l'IA là, pour être sûr de ne pas se tromper. Pour optimiser les aliments achetés, j'ai acheté vraiment une grosse quantité de bœuf ou de poulet ou de carottes, peu importe. Trouve-moi plusieurs recettes qui en font, ça peut être ça. Des idées d'activités à faire la relâche à la maison. Si c'est la relâche, ça peut être une bonne idée d'exemple de choses à faire. Créer des histoires avec des photos dans Google, je vais faire une démonstration plus tard, mais on peut créer des histoires illustrées pour enfants. Aide à la planification logistique d'horaire. On peut dire, bon, ben cette semaine, il faut que mercredi, à telle heure, on soit à tel endroit, il faut que tel enfant soit à tel endroit, à telle heure. Vous savez, quand on a plusieurs enfants qui font des sports différents, puis au travers, il faut aller les chercher à l'école, les porter chez le cousin, aller chercher une telle. On peut mettre les contraintes. Lui, il va essayer de nous faire une planification logistique. Aider à trouver ou comparer des produits. Ça, ma soeur se cherchait une sorte d'appareil photo très spécifique avec des produits spéciaux. ChatGPT m'a aidé en me trouvant plusieurs produits. Puis quand j'en avais d'autres, je lui donnais en disant « Hey, peux-tu me comparer ces 2 produits-là? Dis-moi, c'est quoi les forces de un, les faiblesses de l'autre? » L'IA me l'a fait. Donc ça peut être différentes manières de l'utiliser. Et si jamais vous ne l'avez pas beaucoup utilisé, moi, je vous conseille de l'essayer 2-3 fois. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que il y a certains des enjeux de l'IA qu'on comprend mieux en l'essayant. Puis moi, mon but, c'est pas de vous dire de changer de mode de vie puis utiliser l'IA tous les jours. Non, on n'est pas là. C'est juste qu'aller l'essayer quelques fois nous permet de comprendre un peu plus comment ça fonctionne et nous permet de prendre des meilleures décisions après ça dans quelle sphère est-ce qu'on veut en mettre ou pas en mettre. C'est pour ça que je vous encourage à l'essayer un peu.
Maintenant, quelque chose que je vois fréquemment, c'est quelqu'un qui va sur une IA, pose une question qui est très, très vague, n'a pas de résultat escompté, et il ne retourne plus jamais en se disant c'est vraiment pas bon. Ça, je l'ai vu beaucoup. Donc, il y a des manières d'avoir des meilleurs résultats. OK? Une de ces manières-là, c'est d'inclure 4 catégories d'informations. OK? Par exemple, le rôle. Dans quel costume est-ce qu'on veut que l'IA soit? Exemple, je pourrais commencer ma requête par tu es un robot qui aide à planifier mes repas de la semaine. Tâche, quelle sera la tâche? Je veux que tu me fasses une planification pour les 4 prochains jours. On s'en va en camping, donc ça prend des aliments. Juste la première journée, des aliments qui doivent rester au frais parce qu'on a une glacière. Mais après ça, ça prend des aliments en canne, des aliments qui ne périment pas, par exemple. Contexte, quelles informations? Ben là, je l'ai dit un peu. Je m'en vais en camping, blablabla. Donc, on lui donne le plus d'informations possible. Quel format attendu? Ben, je pourrais dire, je veux autant une planification repas par repas avec les ingrédients et à la fin, je veux une liste des ingrédients complets. Donc, ça pourrait être une manière de le faire. Je vous donne un autre exemple, et ça, je vais le mettre, je vais le copier-coller dans le chat là, un petit peu plus tard. Mais mettons, tu es une IA qui aide à la planification des repas de la semaine. Tu dois me planifier 4 jours de repas complets. Tu dois optimiser les achats à l'épicerie pour que j'ai le plus de repas au plus bas coût possible. Hein, on le sait, l'épicerie, ça coûte cher. Les choix de protéines doivent être variés. Nos préférences alimentaires sont, comme ça, si jamais vous avez des enfants qui ont des préférences alimentaires, des allergies, des choses de même, on peut lui donner ces informations-là, si vous êtes à l'aise de donner ça, surtout si c'est des informations de santé, des fois on n'aime mieux pas, mais mettons que votre enfant aime vraiment pas ça, le poisson, ben, on peut lui dire, puis il va faire attention. Fais-moi un plan de la semaine et une liste d'épicerie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous copier-coller ça dans le chat, et ça peut être là ou plus tard, mais si jamais vous voulez l'essayer, ben, ça peut être une bonne manière de s'initier à l'intelligence artificielle. Fait que ça peut être juste d'aller sur ChatGPT, Gemini, peu importe. Oups. Et là, je vais le coller. Donc, n'hésitez pas maintenant, plus tard, essayez-le. Vous allez voir qu'il va vous proposer plein d'affaires. Est-ce que 100% des idées vont être bonnes? Peut-être pas. Est-ce que certaines idées vont être intéressantes? Probablement. Juste un petit instant, je vais aller rouvrir mes choses. Donc, désolé. Ce sera pas long. Je cherche un de mes onglets. Ah, là voilà. Autre manière qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle, c'est pour retravailler des photos ou encore générer des photos. Je vous donne un exemple. J'avais donné la requête à l'IA, restaure cette photo vintage comme si elle avait été prise par un appareil photo réflexe numérique moderne et puissant. Et là, je lui donnais des photos. Ça, ce sont des photos libres de droit que j'avais trouvées en ligne. Et l'IA pouvait venir les restaurer là, pratiquement à l'identique. C'est juste la couleur qui était ajoutée. Donc là, j'ai fait des tests. Même ici, on voit qu'il y a une petite graphing. C'est un peu chiffonné. Bon, la graphing est encore là. Mais c'est différents tests que j'ai faits. Et ensuite, je suis allé le faire avec des photos de ma famille, des photos qui étaient sur le mur chez ma grand-mère, qui avait l'exposition au soleil. Donc, les couleurs s'étaient dégradées. Puis on les a restaurées comme ça. Ça peut vraiment donner des choses qui sont super intéressantes. Et là, on peut faire de la modification de photos. Hein. On peut prendre une photo de soi, on peut dire ajoute-moi tel chapeau, ajoute-moi des choses. Donc, ça, ce sont des exemples pour la génération d'images là, qu'on peut faire aussi. Quand on est dans Gemini, il y a aussi la fonction Storybook. Si vous allez sur Google et vous marquez Gemini Storybook, ça peut créer un livre illustré à propos de quelque chose. OK? Donc là, ici,
On a quelques propositions, OK? Mais je vous donne un exemple, là, Alexandre et sa licorne intérieure, mais je lui avais dit, je lui avais donné une histoire, mais on pourrait juste lui dire, voici les personnages, voici une description physique un petit peu des deux personnages. Mettons que vous voulez prendre vos enfants. Là. Bon, mon enfant 1 ressemble à ça, mon enfant 2 ressemble à ça. Je veux une histoire, ça peut être juste du fantaisisme, là. Je veux une histoire sur des licornes, des dragons, des affaires de même. Ou des fois, j'ai même essayé des histoires pour essayer de passer des messages subtilement aux enfants. Et ça nous fait une espèce de livre comme ça, avec des images et du texte que l'on peut utiliser avec les enfants. Là. Donc, on peut leur montrer. Donc, ça, c'était une histoire là, qui était sur le partage des jouets avec le frère. Donc, ça peut être une stratégie là, qu'on peut... c'est une stratégie, c'est une manière intéressante. Là. Donc, c'est les Gemini Storybook. Comme parents, ça peut être quelque chose d'intéressant là, pour vous si jamais vous voulez l'utiliser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les IA génératives il existe quelque chose qui s'appelle du vibe coding. OK? Donc, si je m'en vais, je vais retourner dans Gemini, on peut lui faire programmer des applications. OK? Donc, exemple, le robot que je vous avais montré plus tôt ici, qui choisit les mots, c'est une application que j'ai créée. OK? Donc, dans Gemini, on peut lui dire fais une simulation qui utilise Gemini pour faire des choses. Mais mettons, je ne sais pas, moi, je pourrais dire à Gemini fais un jeu de Tetris qui porte sur les licornes et le dragon. OK? Et là, la seule chose, c'est que ici, je vais devoir venir cocher Canva. Et lorsque je l'envoie, mais là, il va commencer à programmer, donc il faut juste le laisser rouler un petit peu. Il va venir nous programmer le jeu. OK? Ça peut être des jeux, ça peut être des simulations, des modèles, des choses comme ça, même un site web, j'ai vu des personnes se programmer ça. Ça, c'est un usage qui est un petit peu plus avancé, mettons. Là. Mais si jamais c'est quelque chose que vous voulez essayer, c'est vraiment simple de faire apparaître des choses. Je veux dire directement de notre esprit, là, c'est l'IA qui le fait, mais mettons que tu dis, hey, j'aimerais ça, je ne sais pas moi, un jeu dans lequel tu dois venir placer des maisons avec différentes bâtisses de la ville, des choses comme ça. Et là, j'ai mon jeu de Tetris à thématique licorne. Est-ce que les graphiques sont incroyables? Non, je pourrais lui demander de les retravailler, mais ça reste que j'ai une base de jeu de Tetris que je peux venir utiliser. Et là, je peux les faire tourner comme ça. OK, j'ai compris c'est quel bouton. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle générative. Un petit instant. Donc, 2-3 petites choses intéressantes aussi. Si jamais vous voulez, dans les IA, on peut importer du contenu. Tantôt, je vous donnais l'exemple avec des photos qu'on peut importer puis lui demander de modifier, mais on peut avoir des fichiers aussi. Fait que mettons que, autant dans le cadre de votre emploi que dans votre cadre personnel, vous vous dites, hey, j'ai toutes ces informations-là que l'IA doit considérer. On peut lui donner des fichiers PDF, des Word, des affaires de même. Je voyais quelqu'un qui disait, je m'en sers pour mon plan d'entraînement. Ben, mettons que tu veux faire ta logistique de tu fais quel exercice quand, des choses comme ça. On peut lui donner le plan d'entraînement qu'on aurait déjà de réaliser avec notre horaire, puis lui demander qui vienne l'insérer à des endroits. Donc, on peut lui donner des pièces jointes. Ça peut être une manière intéressante de venir l'utiliser. Maintenant, il y a quelque chose que je dois quand même traiter avec vous et c'est l'impact environnemental de l'intelligence artificielle générative. Vous le savez, on en entend beaucoup parler, l'IA a un certain impact environnemental. Okay, là, je vous ai fait plein de démonstrations, je vous ai montré des choses, mais il faut quand même être conscient que ça a un certain coût environnemental. Et là, ce coût-là est en train d'exploser. Pourquoi? Ben, il y a une augmentation de beaucoup de choses. L'augmentation des coûts du numérique, c'est pas que l'IA. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, mettons, Netflix, le fait d'écouter Netflix consomme de l'électricité, ça prend des centres de données aussi. Donc, il n'y a pas que ça. Mais, je vous disais plutôt que l'IA doit être entraînée, ben c'est un peu la même chose. Fait que là, dans notre entraînement, on a énormément de coûts. Entraîner une IA prend vraiment beaucoup d'électricité. Puis à chaque fois qu'ils font une mise à jour du logiciel, ça prend un réentraînement. Bien évidemment, les compagnies ne disent pas ça coûte combien d'électricité, mais c'est quelque chose qui est quand même très, très, très coûteux en termes de ressources.
Par contre, et ça, c'est un peu hors de nos mains, parce que comme personne, c'est pas nous qui décide quand est-ce que OpenAI, la compagnie que ChatGPT, décide de mettre à jour sa version. OK? Par contre, l'utilisation de l'IA, ça, c'est un peu dans nos mains. Ça dépend comment on s'en sert. Est-ce qu'on s'en sert plus? Est-ce qu'on s'en sert moins? Est-ce qu'on fait des bons usages ou des moins bons usages? Ça, je vais vous en parler dans pas long. OK? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces coûts-là, ils ont un coût en électricité. Ils ont un coût en eau potable aussi, parce que ces machines-là, ils chauffent tellement les serveurs d'IA qu'il faut les refroidir, puis souvent, il y en a qui prennent de l'eau potable. Nous, au Québec, ils ont commencé à faire plein de centres de données. Pourquoi? Ça coûte moins cher à refroidir à cause qu'il fait froid dehors. Fait on peut s'en servir comme ça. Mais le coût en électricité se traduit aussi en coût en CO2. Pourquoi? Ben, l'électricité peut avoir un coût environnemental. C'est sûr que si c'est un barrage hydroélectrique qui alimente la centrale de données, le centre de données, ben là, c'est moins pire. Mais si c'est une centrale au pétrole, au charbon, le coût environnemental est plus grand. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas toutes les sortes d'IA qui ont le même impact. Générer des vidéos, c'est la sorte d'impact, c'est la sorte d'utilisation de l'IA qui est la plus problématique, l'IA générative. OK? Donc, ça va dépendre de la qualité du vidéo, ça va dépendre de la longueur de la vidéo. Mais pour vous donner une idée, en fonction des modèles, on n'a pas beaucoup de données, là, mais 5 secondes de vidéo, c'est à peu près l'équivalent de faire fonctionner son micro-ondes pendant 1 heure non-stop. OK? Donc, imaginez maintenant si on fait un vidéoclip de 2 minutes et demie, ben, c'est beaucoup de 5 secondes fois 1 heure de micro-ondes. Hein? Donc, je vous dirais, générer des vidéos, si votre passe-temps le soir, c'est de générer des vidéos pour le fun de générer des vidéos, ben, si pour vous l'impact environnemental, c'est important, vous pourriez vous trouver un autre passe-temps. Je dis ça comme ça. OK? Donc, ça, c'est une chose. La génération d'images, c'est vraiment moins pire que la génération de vidéos. Pourquoi? Ben, si notre vidéo a 30 photos par seconde, ben, c'est sûr qu'une seconde, c'est 30 photos. Fait une photo toute seule, c'est pas si pire que ça. Encore une fois, ça dépend de la qualité, de l'image, mais vous pourriez vous dire que générer une photo, une image, c'est l'équivalent d'utiliser 5 secondes son micro-ondes. Fait que c'est pas si pire que ça, surtout qu'on voit souvent la comparaison entre faire la vidéo. Mettons que tu veux éditer une photo, là. Mettons que, je sais pas, moi, je vous donne un exemple. L'été passé, je me suis marié. Et sur une des photos, il y a quelqu'un que son sourire était vraiment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. En tout cas, il y avait vraiment la bouche bizarre, mais c'était une super de belle photo de famille. Fait qu'on a demandé à l'IA générative qui retravaille juste la bouche. Là, ça a fait un super de beau résultat. Mais entre ça, qui a un coût environnemental, et prendre une demi-heure sur Photoshop, ben, la demi-heure que tu es sur Photoshop, ton ordinateur fonctionne beaucoup. Photoshop, ça prend beaucoup d'électricité. Donc, l'usage de l'IA est moins pire en termes environnementaux. Fait qu'il y a quand même ce calcul-là. Mais entre on aime la photo puis on ne va pas faire de modifications, ben ça, tu sais, ne pas l'utiliser, c'est mieux. Il faut se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Si la réponse est oui, ben on y va. OK? Donc, on fait attention à ça. Finalement, la génération de texte, hey, j'ai pas remis la bonne diapositive. Je m'excuse, j'ai fait une erreur. C'est encore, j'ai juste changé le titre, j'ai oublié de changer les infos. Dites-vous que générer une vidéo, c'est, si je ne me trompe pas, l'équivalent de 1/8 de seconde de micro-ondes, un petit peu moins. Donc, c'est pas si pire que ça. OK, puis là, juste pour mal faire, je ne l'ai pas. Mais ce que vous devez savoir, donc, c'est sûr que si vous utilisez juste une requête une fois de temps en temps, c'est pas si pire. Si vous passez la journée à chatter avec l'IA, là, c'est problématique. Ça va dépendre, par contre, de la longueur de la conversation que vous allez avoir avec l'IA, comme je le disais, le modèle qu'on va utiliser, la pertinence de notre utilisation, surtout les documents. Je vous disais, on peut importer des documents. Plus le document, plus le ou les documents sont longs, plus ça prend de l'électricité. Donc, c'est sûr que si vous mettez un document de 90 pages, mais que dans le fond, il y a juste 5 pages de ce document-là qui sont pertinentes pour l'IA, ben vous êtes mieux de mettre juste les 5 pages que le document de 90 pages, parce que sinon, à chaque fois, il faut qu'ils viennent l'analyser les 90 pages et ça prend plus d'électricité. Ensuite, ben, c'est un peu la même chose quand on va être sur les réseaux sociaux. Si on dit que l'usage qui est le pire, c'est la génération de vidéos, et quand vous scrollez sur Facebook, Instagram, TikTok, peu importe, on en voit de plus en plus en des vidéos faites par IA de Pokémon, de plein de niaiseries. Là. Puis ça, c'était des photos, des captures d'écran que j'ai prises, mais il y en a plein d'autres. Là. Bref,
si on écoute ces vidéos-là, si on les aime, ben, ça encourage les créateurs à faire ça. Donc, ça aussi, c'est un choix qu'on a. Sinon, autre choix qu'on peut se faire, quand on achète un produit, il y a certaines compagnies qui vont dire Hey, voici un frigidaire avec de l'IA. J'ai même vu une cafetière avec de l'IA. Ben, des fois, c'est peut-être pas forcément pertinent. On peut se poser la question est-ce que ma machine à café a vraiment besoin d'intelligence artificielle? Puis des fois, d'en avoir une qui n'en a pas de besoin, ça peut être une bonne chose. Et finalement, si jamais vous voulez utiliser un moteur de recherche qui n'utilise pas l'IA, ben, il existe Ecosia. Donc, on pourrait remplacer le moteur Google par ça. Puis pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que, tu sais, l'usage de l'IA, c'est pas nécessairement bien ou nécessairement mal. Ça va dépendre de ce qu'on va en faire. Ça dépend pour nous à quel point le coût environnemental est un enjeu. Si vous voulez faire des changements, je vous dirais, ben, il y a Ecosia qui existe. On l'utilise peut-être juste quand on en a besoin, puis on essaye de ne pas générer de vidéos. Mais après ça, c'est à vous de prendre les décisions en fonction de ça. Mais vous pourrez les prendre de manière réfléchie à ce niveau-là. Donc, moi, ça va être tout pour la partie présentation. Et là,